En 1923, mes aïeux s'ancraient à Portisol, petite plage méditerranéenne située à Sanary. Mon grand-père achetait, avec 3 francs 6 sous, une parcelle de terrain sur la colline pour y bâtir notre maison, le Loup-Paradou. À l'époque, une dizaine de familles se baignaient à la plage seulement l'après-midi. Depuis, 5 générations ont profité de la Grande Bleue. Aujourd'hui, les effluents de la station d'épuration débordent sur les récifs de Portisol. Ce que ma mère avait vécu, je l'ai entreaperçu. Mes enfants ne l'ont-ils pas déjà perdu ? Ma prise de conscience s'est faite cet été, sur la route des vacances. Partis à l'aube vers Sanary, nous espérions échapper aux bouchons des 800 km à parcourir. Au premier péage de l'autoroute, tout espoir d'atteindre l'eau salée fondait comme bitume au soleil. Une cohue d'automobiles s'étendait à perte de vue. L'embouteillage est une constante planétaire de 2 milliards de véhicules. Chaque année, le tsunami touristique cumule des dizaines de millions de tonnes de CO2. En 50 ans d'existence, la plage de Portisol m'a fait parcourir 4 fois le tour du monde et émettre 66 tonnes de gaz carbonique. À quoi tient l'espérance d'un avenir durable ? Nous nous échappions de l'asphyxie d'hydrocarbures à Beaune. En vallée de Saône comme en Provence, les vignes agrémentent le paysage. Rescapés de l'embouteillage estival, nous reprenions notre souffle aux hospices de Beaune. Bercé par la fraîcheur du musée, je contemplais le polyptyque du jugement dernier. À mes yeux, l'être suprême envoyé au purgatoire, notre conscience écologique, limitée au seul profit économique. Les climats de Bourgogne, classés au patrimoine mondial de l'humanité, mènent une guerre chimique contre les insectes parasites et pseudo-champignons. Chaque année, la production viticole française consomme des centaines de milliers de tonnes de pesticides et récolte des dizaines de milliards d'euros. À 2 pas des hospices, un vigneron bio a refusé le traitement obligatoire d'un insecte ravageur, la cicadelle. Sa désobéissance a fait naître l'espoir d'un changement durable. En l'occurrence, pour ce qui s'agit de la flavescence dorée en 2013 en Côte d'Or, il n'y avait pas de flavescence dorée répertoriée au printemps, au mois de mai 2013, et on nous oblige à faire un traitement obligatoire sur tout le vignoble. Si la maladie avait été répertoriée et qu'elle était à notre porte, chez les voisins ou dans le village voisin, le positionnement pouvait être différent. Mais là, c'était tellement énorme comme incohérence qu'on est nombreux à s'être dit bon, on ne va pas traiter, c'est pas possible de traiter dans ces conditions. Le 24 février 2014, je passerai au tribunal correctionnel. La raison est que j'ai refusé de déverser sur mes vignes un dangereux pesticide qui détruit entre autres les abeilles. J'encours jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Personnellement, je suis prêt à répondre de mon acte et en assumer les conséquences. Mais ce qui va se jouer lors de ce procès dépasse de très loin mon cas personnel. À travers moi, c'est toute l'agriculture respectueuse de l'environnement qui est visée. Cet arrêté préfectoral ne permet pas le dialogue, ne reconnaît pas la responsabilité de chacun. On vous dit il faut faire ça, vous faites ça et vous ne posez pas de questions. On s'est orienté vers le monde associatif de protection de l'environnement pour faire passer ce message et en fait ça a fait l'effet d'une bombe. Ça a été ressenti comme une incohérence totale de devoir faire des traitements dans des situations où la maladie n'était pas présente. Il y a aussi des oppositions où des gens que vous croisez, que vous connaissez depuis 25 ans, puis qui vous disent plus bonjour, qui changent de trottoir. Forcément, ça interroge beaucoup sur le bien fondé de la position que j'ai prise, même si techniquement, philosophiquement, j'étais en cohérence avec ma démarche globale. Après, humainement, on s'interroge. Est-ce que c'était la bonne posture à avoir? Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement? Est-ce qu'il aurait fallu ne rien dire?
Je suis issu d'un village qui est limitrophe de Beaune, qui est à 5 km d'ici, mais côté plaine. Mon père avait une ferme de polyculture élevage avec une petite activité viticole. Et cette activité viticole, quand je me suis installé, je l'ai développée avec 11 hectares de vignes et puis des cultures en parallèle. Tous les peintres, tous les poètes ont voulu fixer l'image du champ retourné, du paysan guidant le soc d'un geste héréditaire. Mais le paysan, lui, s'il n'est pas insensible à la beauté de sa tâche, en connaît surtout le prix en effort et fatigue. Car ils sont nombreux ceux qui poursuivent sans machine le travail des labours et des moissons. Mon père, à travers sa formation agricole, était un messager de l'agriculture dite de modernité pour les années 50-60, à savoir une agriculture qui se voulait productive, avec le machinisme, l'utilisation des produits chimiques qui arrivaient. On considérait comme étant quasiment l'unique modèle de développement qu'il pouvait y avoir. Il s'est passé 15 ans de pratique comme ça. Et puis, il a été confronté à une formation de vulgarisation sur l'agriculture biologique. Il s'interdit donc l'utilisation de produits chimiques et puis peut-être aussi une information sur les conséquences des produits, sur l'environnement déjà et potentiellement sur la santé. Et ça l'a remis en cause dans ses pratiques. En 1970, il commence à convertir ses premières parcelles de terre, et sa vigne d'ailleurs, en bio. Et bon, le fait de remettre en cause ça, d'arrêter, c'était insupportable pour les autres, quoi. Donc il a tout de suite été mis sur une voie de garage, quoi. C'était le bio de service, il a de l'herbe dans ses champs, il fait des petites récoltes. Au fond de chacun, les gens savent bien que c'est une limite du système, l'utilisation des produits chimiques. Que ça a une conséquence sur la santé, sur l'environnement, sur leur santé, mais on ne veut pas se l'avouer. À votre avis, l'alimentation est un problème important, est un problème vital. C'est un problème capital, oui. Vital, bien sûr. Et vous y attachez de l'importance, vous, personnellement? Comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en 2e année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, il n'y a plus d'insecticides à employer, c'est plus la peine, il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus rien du tout. On n'emploie rien que ce produit-là. C'est un produit unique que l'on pulvérise ou que l'on poudre sur les légumes ou sur les fleurs, sur les arbres. On le fait surtout, absolument surtout. C'est tellement bon que vous pouvez en prendre dans votre café au lait le matin, vous en prenez une petite cuillère, vous la tournez, vous le buvez votre tasse et ça vous fait beaucoup de bien. Des gens de ma génération, quand ils parlent de bio, eux ont un petit peu de mal, mais leur père, c'est encore pire, parce que leur père ont connu la pioche, pas de désherbant, voilà, une viticulture très traditionnelle, mais où il fallait vraiment donner de sa personne. Je dis pas qu'il faille pas donner de sa personne aujourd'hui, mais voilà, l'engagement était différent. Et pour eux, ça peut être vécu comme vraiment un retour en arrière, quoi. Par contre, les enfants qui arrivent aujourd'hui, eux, ils n'ont pas apporté cette histoire. Ils n'ont pas cette responsabilité de ce qui s'est passé avant. C'est la génération qui vient et celle d'après qui va opérer les grands changements. Nous, on est là pour continuer, pour pousser, pour montrer qu'on peut faire autrement. Aujourd'hui, autour d'un pied flavescent, on accepte de faire un périmètre de traitement de 500 mètres autour de ce pied. Avant, c'était la commune et les communes voisines. Des événements comme ceux-ci, qui ont une incohérence, ont pu permettre de faire évoluer le système vers davantage de prise de conscience de ces problématiques de traitement, de cette mobilisation sociétale, parce que c'est quand même ça qui a aussi été l'élément déclencheur, hein. S'il n'y avait pas eu 1 million de personnes qui avaient amené des signatures sur des différentes pétitions, s'il n'y avait pas une couverture médiatique, ça n'aurait sans doute pas eu le même impact, c'est évident. L'incroyable mobilisation autour d'Emmanuel Giboulot portait l'espoir du changement. Même si en contrebas des pentes argileuses, l'embouteillage sillonnait toujours le trop-plein d'hydrocarbures. Avant même de goûter à la Grande Bleue, la déferlante touristique asphyxie la Méditerranée. Les effets du réchauffement climatique passent des écrans numériques à la réalité de notre vie quotidienne. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. As an actor,
I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Le droit de l'environnement est basé sur l'expertise scientifique. Le marché mondialisé recouvre nos territoires d'une pollution organique persistante. Des climats de Bourgogne à la Méditerranée, nous suivions incrédules la propagation de molécules chimiques invisibles à l'œil nu. Le Rhône et ses affluents subissent une crise écologique sans précédent. En 2004, un pêcheur professionnel a sonné bien malgré lui l'alerte au polychlorobiphényle. Si je n'avais pas demandé les analyses en 2004, on continuerait à consommer le poisson sur tout le cours du Rhône. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque j'ai demandé les analyses bactériologiques sur les poissons, quelqu'un d'une administration a demandé, tant qu'on y était, de faire une analyse PCB. Donc c'est cette personne-là qui a décidé d'aller chercher ce produit-là. Donc il a demandé l'analyse sur ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'il était au courant? Parce qu'il se doutait de quelque chose? Mais nous, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Les PCB sont une famille de composés organiques chlorés qui ont été produits en grande quantité et largement utilisés dans les années 30, que ce soit en tant qu'isolant électrique ou additif dans les encres et les peintures. Certains PCB mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader. Ils sont toxiques, écotoxiques et reprotoxiques.